Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir à ce webinaire sur la communication aux urgences. Je suis le docteur Guillaume Beaune, je suis médecin urgentiste et toute l'équipe de Panacema et moi-même sommes ravis de vous accueillir ce soir pour discuter ensemble des difficultés et des solutions d'amélioration de la communication entre soignants, patients et accompagnants aux urgences. Alors, on le sait, tous les passages aux urgences s'accompagnent de stress pour les patients, pour les accompagnants évidemment, que ce soit la douleur, le temps d'attente, le manque d'information, de communication également avec les soignants. On sait que ce sont des facteurs franchement aggravants, entraînant des situations d'agressivité, voire de violence importantes. On en a des histoires dans l'actualité. Alors, l'amélioration de la relation patient-soignant et accompagnant, c'est un enjeu qui nous semble être majeur aux urgences. Ça garantit une bonne prise en charge, assurant la qualité, la sécurité du soin et on se pose forcément logiquement des questions. Comment appréhender, répondre aux attentes des usagers? C'est prépondérant. Quelle doit être la place donnée aux accompagnants pour permettre aux soignants d'exercer sereinement, en bonnes conditions? Comment s'adapter au public fragile et bien communiquer avec? Autrement dit, cette soirée, on vous propose un regard croisé sur les pratiques actuelles aux urgences et puis discuter quelques pistes d'amélioration possibles grâce au retour d'expérience de nos 4 intervenants que je vais vous présenter là ce soir. Nous aurons donc le plaisir d'écouter Tim Grieson, qui est docteur en psychologie d'origine australienne, je ne m'abuse pas, et surtout ancien représentant des usagers à l'hôpital européen Georges Pompidou. Nous aurons ensuite l'intervention de Louise Reinhardt, gériatre au sein du service d'accueil des urgences de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne, en région parisienne. Et enfin, nous aurons l'intervention du professeur Sébastien Beaune, chef du service d'accueil des urgences de l'hôpital Ambroise Paré, et du professeur Christophe Choquet, responsable d'unité fonctionnelle, service des accueils des urgences de l'hôpital Bichat. Alors, avant de démarrer et de laisser la parole à Tim, qui sera donc notre premier intervenant, honneur aux usagers en premier, évidemment, avant de faire parler les soignants. Vous aurez la possibilité de communiquer avec nous via le chat. Nous essaierons de récupérer les questions qui nous semblent les plus pertinentes, les plus intéressantes dans le débat. Et à la fin de ces 4 interventions, on répondra en fonction des différentes spécialités, on répondra du mieux possible à toutes vos questions. Je vous laisse la parole. Je laisse la parole donc à Tim, qui va nous parler du point de vue des usagers. Alors bonsoir, ravi d'être avec vous. Peut-être la première chose que je voudrais raconter, c'est juste une petite histoire de moi en tant qu'étranger qui arrive en France et qui visite, la première fois que j'ai visité un service d'urgence, c'était un hôpital qui était en construction, qui venait d'être construit un année, 2 années après la construction de Pompidou, l'hôpital européen Georges Pompidou. Je vais dans le service d'urgence. Pour arriver dans le service d'urgence, d'abord, il fallait que je monte un escalier. Donc, à partir du rez-de-chaussée, l'entrée principale de l'hôpital, il fallait que je monte un escalier pour arriver au service d'urgence. Bizarre, j'ai trouvé. Comment est-ce que quelqu'un de très malade peut monter un escalier? Ensuite, j'arrive dans le service d'urgence. Les couloirs déjà bondés de brancards avec des personnes malades sur des brancards, des couloirs publics. Je me suis trouvé, mais est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je ne suis pas dans le grand couloir? J'ai posé la question à quelqu'un avec une blouse blanche qui passait. Non, monsieur, la salle d'attente, c'est un peu plus loin à gauche. Donc, je suis allé un peu plus loin. Je me suis trouvé dans la salle d'attente complètement bondée, mais archi plein de gens partout, y compris des gens debout, mais aussi avec une dame couchée par terre, allongée par terre, et clairement qui souffrait. La scène m'a choqué. C'était épouvantable. On est dans un hôpital moderne, tous les murs sont parfaits, tout c'était spectaculaire, mais des gens, des êtres humains traités avec aussi peu de respect, c'était juste trop épouvantable pour moi. Je me suis mis en colère australienne, c'est un truc grave. J'ai traversé l'hôpital à pied dans l'autre sens, je suis allé au bureau de la directrice, je frappais à la porte. Il n'y avait personne. J'ai ouvert la porte, il n'y avait personne derrière parce que j'allais gueuler.
Personne. Donc, je suis allé derrière son bureau. J'ai pris le fauteuil de la directrice de l'hôpital. J'ai traversé l'hôpital avec le fauteuil dans mes mains. Arrivé dans le service d'urgence, j'ai poussé les gens, j'ai posé à côté de la dame, toujours par terre, 10 minutes plus tard, toujours allongé par terre dans la salle d'attente, entouré de plein d'autres gens. Je l'ai aidé à monter dans le fauteuil. Elle s'est retournée, elle me regardait, elle m'a dit, merci monsieur, c'est très gentil. Ces mots-là m'ont fait exploser aussi. Qu'est-ce qu'on veut? Au-delà de tout, on veut des soins, non pas n'importe quels soins, mais des soins gentils. Des soins qui prennent en compte la personne, des soins qui traitent la personne comme une personne, comme un être humain. Des soins qui ont un peu d'émotion, un peu de ressenti des deux côtés. Donc ça, c'était peut-être la première histoire que je souhaitais raconter en disant ô combien j'étais choqué qu'un système pouvait être aussi négligent par rapport à tout un public qui arrivait. La deuxième chose, donc, après des années d'explorer dans les services d'urgence, c'est de regarder dans d'autres pays. Je présidais aussi un réseau européen d'hôpitaux psychiatriques, par exemple, pendant des années. Dans d'autres pays, il y a des stratégies de formation des usagers, d'empowerment des usagers des services d'urgence. Bref, de se dire, c'est des citoyens. Peut-être que si on les formait mieux sur la santé, ils auraient moins besoin de services d'urgence. Peut-être qu'on a une stratégie de travailler en termes de prévention. Et on regarde les études classiques, déjà une étude là qui est 1999, le siècle dernier, 77 patients asthmatiques de 18 à 45 ans, utilisateurs fréquents des urgences, divisés en deux groupes. Le premier groupe a reçu une formation sur l'asthme et sa prévention pendant le séjour à l'hôpital, pendant qu'ils étaient à l'hôpital, suivi par un appel téléphonique 24 heures après la sortie et un rendez-vous en consultation dans la semaine qui suivait. Les patients de l'autre groupe ont seulement reçu les soins pour leur problème d'asthme. Dans les 6 mois qui suivaient, les patients du premier groupe avaient nettement moins utilisé le service d'urgence et avaient été hospitalisés nettement moins souvent. Ça a l'air bête, mais au fait, cette formation sur des patients asthmatiques, sur la prévention des crises d'asthme, ça aide. Et c'est votre boulot, les urgentistes. C'est votre boulot de faire cette formation, de se dire, ah, cette personne, c'est pas seulement une personne malade, cette personne qu'on a besoin de former, qui pourrait devenir un maître de sa maladie, un maître de ses problèmes. Et on a les mêmes choses, le même type d'études par rapport à des choses dramatiques comme le suicide. Exactement la même chose, exactement la même prévention c'est-à-dire de faire une formation et d'accompagnement des personnes qui ont fait une tentative de suicide, de leur donner un numéro de téléphone appelé et tout bêtement, 24 heures après la sortie, de les appeler, de leur donner un numéro de téléphone si vous avez un problème après ce numéro. Les gens qui appelaient ou pas le numéro, les gens qui ont reçu ça, ont beaucoup moins fait des tentatives de suicide dans les 6 mois qui suivaient. Juste de soigner le suicide de la personne et de les dire au revoir, ça ne suffit pas. Il faut aussi créer un lien pour la personne, même si la personne n'utilise pas ce lien. Ça change leur vie. Ils disent, ah, tiens, j'ai des gens sur qui je peux compter. Les services d'urgence, c'est les services pour moi les plus importants dans les hôpitaux. C'est essentiel qu'on ait des services d'urgence qui pètent la forme, où vous êtes exemplaires, vous, les professionnels de santé, en forme physique et en communication, compétences de communication. C'est des lieux, non pas juste où on se fait soigner l'urgence, c'est le lieu où on se fait former sur l'urgence, comment le prévenir, comment est-ce que je me connecte avec un système de soins, j'ai un numéro de téléphone, mais aussi où évidemment on vérifie que la personne a un médecin généraliste, vous avez des listes généralistes, etc., etc., etc. C'est ça les services
d'urgence dont on rêve. Merci. Très bien. Merci Tim. Donc plusieurs choses dans ton intervention, la communication immédiate avec le patient, mais pas que, une communication qui serait un peu plus pérenne en leur apprenant un petit peu plus de choses sur leur pathologie et en faisant en sorte qu'ils reviennent moins souvent aux urgences. C'est un peu ça l'idée. Ah oui, qu'ils aient plus besoin de revenir. Ils le gèrent eux-mêmes. Je pense que c'est un vœu pieux qu'ils reviennent jamais, mais après, parce que après on pourrait aller très loin dans notre système de santé, mais bon, on n'a pas forcément des structures d'aval, mais bon, ça, je laisserai mes collègues urgentistes intra-hospitaliers en parler, mais c'est ça qui est souvent compliqué, et le temps imparti qu'on donne aux patients. Merci Tim. Je ne sais pas si j'ai précisé que tu étais aussi docteur en psychologie, donc ça te donne une approche complémentaire très importante. Merci donc. Vous avez bien sûr les questions que vous pouvez poser via le chat. Je vous ai dit, on les compilera à la fin, on y répondra au moment dit. Je vais laisser la place maintenant à Louise Reinhardt. Ou plutôt, finalement, je ne vais pas faire ça. Je vais faire plutôt, je vais donner la place au professeur Boone. Pour la communication, cette fois-ci, est-ce qu'on prend les accompagnants avec nous aux urgences? Est-ce qu'on les intègre dans nos soins, dans la communication? Oui, non, quelle doit être la place de nos accompagnants? C'est un peu de ça dont ils vont débattre à deux avec le professeur Choquet sur ces points-là. Je te laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Effectivement, la place d'accompagnant aux urgences, c'est un débat, je dirais, qu'on a depuis que sont créés les services d'urgence, avec chacun des politiques de services un peu différentes, un peu variables en fonction de l'activité, en fonction des patients, en fonction des soignants, en fonction de plein de paramètres qui sont d'ailleurs probablement pas toujours les bons paramètres. On a eu une tendance pendant des années à se dire qu'il fallait bunkeriser nos services d'urgence, pas d'accompagnant, pas de gêne, pas de visibilité, parce que moins d'agression, plus de sécurité, plus d'intimité pour le patient parfois. Mais pour autant, on n'a pas l'impression que sur les années qui se sont écoulées, il y a eu moins d'agression, moins d'agressivité et plus d'intimité pour les patients. Donc, je suis pas persuadé que cette bunkérisation ait été finalement une bonne solution. Et aujourd'hui, la question se pose de plus en plus avec des volontés politiques, institutionnelles, d'ouvrir nos services d'urgence aux accompagnants. Moi, je reste assez intimement persuadé que c'est une bonne solution. Il faut le faire. Il faut le faire de façon, je dirais, rationnelle. Et quand je dis rationnelle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment recréer un rôle pour les accompagnants au sein des services d'urgence. La première chose, déjà, c'est est-ce que le patient a envie d'être accompagné? Je sais que je vais me faire engueuler par Tim parce que j'ai dit patient, mais je vais continuer. Est-ce que la personne qui vient, le citoyen, l'usager, tous les termes qu'on peut utiliser, a envie d'être accompagné? Si la réponse est non, je dirais que faut aller dans son sens et dans ces cas-là, il n'y aura pas d'accompagnant. Si la réponse est oui, il faut voir quelle va être la place de l'accompagnant et combien. La plus-value, on en reparlera tout à l'heure, est pas la même probablement pour tout le monde, mais je pense qu'il y a une plus-value pour l'ensemble des consultants d'un service d'urgence à avoir un accompagnant avec un rôle de surveillance, un rôle de relais, un rôle de communicant, un rôle d'aide. Et puis surtout, ça fait partie des endroits où on n'a pas forcément envie d'être seul, hein, et le fait d'avoir quelqu'un, ça aide probablement à passer ce cap. Parce que globalement, on peut dire ce qu'on veut, hein, les gens ne viennent jamais par plaisir aux urgences. Il est rare de se réveiller le matin en se disant tiens, aujourd'hui je vais aller faire un saut aux urgences, comme je vais aller voir un film au cinéma ou aller boire un coup avec un ami. Et donc c'est par définition un moment stressant. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut qu'il ait un rôle et donc il faut que ça soit interactif avec l'équipe. Il faut proposer probablement des chartes d'accompagnant, il faut avoir des discussions en équipe sur le rôle de l'accompagnant, sa plus-value à la fois pour lui-même et pour l'usager. Et donc, c'est quelque chose qui peut pas se mettre en place comme ça, qu'il faut discuter. Parallèlement à ça, nous, on s'était intéressé il y a quelques années à qu'est-ce que les patients trouvaient le mieux et le moins bien dans un service d'urgence.
Pendant très longtemps, moi, j'ai été persuadé que les gens, ce qu'ils trouvaient compliqué dans la service d'urgence, c'était l'attente. Et ben en fait, oui, l'attente est un sujet, mais le sujet supplémentaire à cette attente, en fait, c'est la demande d'information. Comment est mon parcours? C'est quoi les filières de soins? Parce que quand on est soignant dans un service d'urgence, on connaît par cœur, on connaît les filières, on connaît les parcours, on connaît les différentes étapes. L'usager qui vient pour la première fois, même plusieurs fois, les différents parcours de soins, les étapes, c'est pas clair du tout. Donc, il y a un peu ces deux choses en parallèle, c'est avoir donné la bonne information sur comment va se dérouler les choses, quelles sont les étapes, et est-ce que à certaines de ces étapes, ou est-ce que tout le temps je vais être accompagné, je vais être seul, je vais avoir un relais vis-à-vis des soignants et ainsi de suite. Et donc je pense, et même si pas forcément d'accord avec Christophe, que cette place d'accompagnant, elle doit être quasi systématique. Je suis intimement persuadé que ça ne nuit pas à la bonne qualité des soins. Je suis intimement persuadé que ça diminue le stress des patients, et je suis intimement persuadé, et ça encore faut-il le montrer, que ça n'augmente pas le stress des équipes, contrairement à ce qu'on croit. Au contraire, je pense que le fait d'avoir un relais, le fait d'avoir quelqu'un qui aide, le fait d'avoir quelqu'un qui aide à patienter, et ben en fait, je pense que ça diminue le stress du patient. Je pense que ça diminue le stress de l'accompagnant qui n'est pas en salle d'attente, mais qui est auprès des patients, qui vivent avec lui ce qui est en train de se passer. Et je ne suis pas du tout persuadé, et je crois même fondamentalement au contraire, que ça diminue le stress que ça va induire sur les équipes. Par contre, ça ne peut pas se faire de façon désorganisée avec le jeune homme ou la jeune fille de 25 ans qui s'est fait une entorse de cheville, qui arrive avec toute l'équipe de basket, parce que ça, c'est pas gérable. Mais par contre, la laisser seule ou le laisser seul n'est pas non plus souhaitable, et donc ça doit s'organiser, ça ne peut pas se faire comme ça de façon en amateurisme. Et je pense que ça participe aussi à l'éducation des gens. Tim parlait de comment on éduque des patients sur leur propre santé par rapport à leur relation avec les services d'urgence et ainsi de suite. Ben, je pense que le fait d'avoir d'accompagnant, ça permet de passer des messages qui vont être aussi mieux entendus, parce que la personne qui vient consulter aux urgences, finalement, au moment où elle sort, dans le meilleur moment pour elle, elle a bien raison, ce qu'elle veut, c'est comprendre la sortie, les indications de soins, mais pas forcément sur qu'est-ce qui va se passer après. Je suis pas sûr que ça, le faire en urgence, c'est une utilité. Par contre, l'accompagnant, là, a un vrai. Et donc, vous aurez compris que je plaide et je suis extrêmement favorable à une présence des accompagnants au sein des services d'urgence, qui ne peut pas se faire n'importe comment, qui doit être organisé, qui doit être discuté en équipe, qui ne prend pas sur un même format dans tous les services, mais qui doit se faire, et qui doit être une vraie réflexion qui est menée au sein de nos services. Bravo. Merci, Tim. Complètement d'accord. Quoi qu'il en soit, c'est accompagnant, mais aussi, si je peux réagir tout de suite aussi pour dire que les gens qui n'ont pas d'accompagnant, peut-être aussi que l'hôpital ou bien des associations extérieures puissent avoir des entre guillemets accompagnants, des défenseurs des intérêts des patients dans la salle d'attente aussi. Des gens qui sont là pour aider la personne. Des gens qui sont... Et nous, on a fait ça beaucoup, l'histoire du sida, l'histoire des usagers de drogue, etc., dans les hôpitaux. Tout l'accompagnement de ces populations-là, le changement que ça produisait d'avoir des associations d'usagers dans les salles d'attente. Des gens avec qui parler. Et c'était pas juste, les salles d'attente devenaient des lieux agréables, des lieux humains. Ça change. Tu prêches un convaincu, sauf que la seule chose à laquelle je ne suis pas du tout d'accord avec toi, c'est sur défendre l'intérêt des patients. Je pense qu'on n'est pas dans un système, et justement, il faut sortir là de attaque-défense. On n'est pas les uns contre les autres. On ne défend pas l'intérêt des patients, on accompagne, on le fait valoir, l'intérêt des patients. Mais le terme de défense, en fait, dès le départ, crée un antagonisme avec les soignants. C'est que le système actuellement est souvent tellement froid, distant ou carrément agressif, lorsque la personne passe devant toi, etc., ou te repousse, etc. Excuse-moi, il faut se défendre. Eh bien, défendons-nous. Très bien, merci Sébastien. Mais je pense que vous vous rejoignez. En réalité, c'est juste une histoire peut-être de terminologie et de défense. Ça fait un peu martial peut-être, et patient, c'est pas très beau non plus, parce qu'il y a de fait la notion d'attente d'un patient, puisqu'il doit l'être patient. Donc, je pense que c'est une histoire de terminologie. Néanmoins, je pense que vous êtes en accord parfait. Et je suis pas sûr que Christophe, qui va intervenir un peu comme le contre, soit complètement contre non plus, sans doute, j'imagine. Mais je veux pas dévoiler ton intervention, Christophe.
Donc Christophe, on t'écoute un peu sur la contradiction. Tout à fait. Alors, Sébastien. merci pour cette invitation. J'ai endossé mon armure puisque nous sommes dans le combat et attaque-défense. Toi, Tim et Sébastien. D'abord, j'aimerais lever une ambiguïté très claire. Je ne suis pas opposé de façon frontale, formelle et totale à la présence d'un accompagnement, d'un accompagnant. J'ai une approche plus fine et qui est quasiment à la carte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, c'est une question, l'accompagnant, qui masque un vrai problème, c'est-à-dire apporter une réponse qui me paraît pas adaptée à un vrai problème, qui est l'organisation des urgences. Aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit Sébastien et comme l'a dit Tim, ce sont des patients qui, d'une part, attendent longtemps. Ils attendent longtemps les examens. Ils ont peu de communication. Ils attendent dans des conditions qui sont, à mon sens, parfois dégradantes et maltraitantes, notamment d'être dans un couloir au milieu d'un brancard et parfois exposé à la vue de tous, et considèrent que finalement, la présence de l'accompagnant permettrait d'amoindrir ou de diminuer ces conditions qu'on peut juger à titre personnel perfectibles parce qu'indignes. Voilà, je prends quelques précautions oratoires. Et donc, on considère que la présence de l'accompagnant va permettre finalement de laisser passer les choses. La première chose, c'est d'abord que c'est pas parce qu'il y a la présence de l'accompagnant n'est pas la communication. Aujourd'hui, beaucoup de patients quittent les services d'urgence, ils n'ont pour la plupart pas compris quel était leur diagnostic, ils n'ont pas compris les conseils, ils n'ont pas compris leur traitement, ils ont et même si leur demande est extrêmement importante, je mettrai en lien deux articles sur les attentes des patients et sur leur compréhension à la sortie des urgences qui montrent combien les attentes des patients sont en inadéquation avec la réalité de terrain et combien les patients ne comprennent pas ce qui leur arrive. Je pense que l'accompagnant ne remplace pas le temps de communication, et ça, je suis plutôt d'accord avec Tim sur cette question-là. La deuxième chose, évidemment, c'est l'organisation des services. Les patients viennent et ce qu'ils veulent, c'est être pris en charge et comprendre si leur pathologie est urgente. Et donc, les délais doivent être courts, les conditions d'attente doivent être adaptées, la surprescription d'examens complémentaires inutiles doit être limitée, il faut faire de la juste prescription. Et que pour la plupart des patients autonomes, la présence d'un accompagnant me paraît inadéquat. Ce d'autant plus que, dans mon expérience, une partie des conditions de travail pour le personnel et de la sécurité sont dégradées par la présence même d'accompagnants. On a entendu parler qu'il fallait faire l'éducation des patients aux urgences. Cela me paraît très compliqué, et de la même manière que l'école n'a pas vocation formellement à remplacer l'éducation du citoyen, je ne crois pas que le service d'urgence ait aussi mission d'éduquer le citoyen dans son comportement et dans son intolérance à la frustration. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, évidemment, c'est que les services d'urgence doivent s'organiser pour ne pas considérer que la maltraitance institutionnalisée est afférente et lié obligatoirement avec l'organisation des services d'urgence. Ça, c'est la deuxième chose. Il y a des points qui ont été soulevés par Sébastien auxquels je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ce soit les accompagnants qui surveillent les patients. Ça, je suis désolé, ça relève du rôle des soignants de les surveiller, et l'accompagnant peut être une présence, bien sûr, peut rassurer, bien sûr. Elle n'a pas vocation à surveiller ou être la personne qui va alerter le personnel sur une dégradation clinique. C'est l'organisation d'un service d'urgence qui doit faire en sorte que la surveillance des patients et que les patients soient en sécurité. Et ce n'est pas à quelqu'un extérieur au monde du soin qui, au titre du fait qu'il est accompagnant, soit dépositaire de la surveillance clinique d'un patient. Ça, je suis intimement persuadé de cela. Une chose également qui me paraît importante, c'est qu'un service d'urgence ne doit pas être détaché des autres milieux de soins. Il y a quelque chose qui relève du secret médical, il y a quelque chose qui relève de la privacité, privacy
en anglais, hein, c'est-à-dire que le respect du secret médical et le respect de l'intimité doit être un objectif majeur dans un service d'urgence. Autrement dit, il ne peut pas y avoir une inadéquation, une inégalité entre un patient qui aurait un accompagnant et celui qui n'en a pas. En tant que patient, j'accepte parfaitement le fait d'être à côté de quelqu'un qui soit un autre patient. J'accepte parfaitement. En revanche, je n'accepterai pas d'être exposé au regard de quelqu'un qui n'est pas chargé dans le soin ou qui n'a pas le même statut que moi. Et ça, il y a encore une fois, on vous mettra peut-être en lien l'article qui est que dans la satisfaction, le sentiment de respect de son espace vital est un élément important de satisfaction. Je ne comprends pas qu'on puisse considérer que des patients puissent être exposés à la vue de gens qui ne relèvent pas du monde médical. Il y a énormément de situations, on peut en discuter longuement, de la violence faite aux femmes, ou même de patients mineurs, où l'accompagnant risque d'être plus un risque ou un frein à la prise en charge des patients, parce que de temps en temps, l'accompagnant n'est pas forcément quelqu'un qui est dans l'intérêt du patient, forcément. Donc, évidemment, dire que je suis opposé à l'accompagnant et qu'il faut bunkeriser les services d'urgence, c'est pas du tout ma démarche. Je pense que, effectivement, comme il a été dit, un accompagnant pour quelqu'un qui est autonome, qui a tous les moyens de communication avec l'extérieur, l'exemple est excellent sur la personne qui s'est fait une entorse de cheville et qui vient avec toute son équipe de foot. Je ne pense pas que la place de l'équipe de foot ou du basket, c'est selon soit dans la salle d'attente, ça me paraît, soit accompagnant, elle va être un élément plus de perturbation d'un environnement qui doit être au contraire au calme. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Bien sûr, les personnes qui sont les plus fragiles doivent avoir la possibilité d'avoir un accompagnant. D'ailleurs, se pose le choix de quel accompagnant. Lorsque deux accompagnants se présentent, il y a parfois des conflits sur celui qui veut également entrer. Donc voilà, ça pose un souci. Je pense que les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus âgées doivent bénéficier bien sûr de cet accompagnement, mais avec des règles qui sont très strictes, qui est que l'accompagnant ne doit pas parasiter les soins, et donc faire effectivement une charte de l'accompagnant et une identification de l'accompagnant par un badge, comme c'est le cas dans quelques services d'urgence. J'ai pu voir des badges effectivement où les gens sont identifiés non pas comme des personnes en civil qui errent ou comme patients, mais comme des accompagnants. Ils doivent comprendre qu'il y a des contraintes, qui est de ne pas interférer dans les soins, de rester près de leurs proches et de pas commencer à errer dans le service où effectivement il y a un temps d'attente, et accompagner quelqu'un c'est un temps d'attente. Et puis enfin, effectivement, pour ceux qui n'ont pas d'accompagnant, eh bien faire rentrer, et ça je suis tout à fait favorable à cela, et ça casse l'image du bunkerisation, c'est de faire rentrer le monde associatif pour que ceux qui ne bénéficient pas d'un accompagnant puissent effectivement trouver une écoute, une oreille attentive, une réassurance, et le monde associatif a toute sa place effectivement dans les services d'urgence, mais pas pour tout le monde. Donc l'accompagnant, oui, mais avec des grosses limites, afin justement que ce soit les plus fragiles qui en bénéficient, voilà, et que ça puisse permettre de travailler dans des bonnes conditions. Voilà, donc les quelques limites que je mets et qui sont assez notables. Et je vous mettrai, c'était peut-être un exemple de charte d'accompagnant qui a quelques limites et qu'on essaye de mettre en place à Bichat avec plus ou moins de réussite. Voilà. Merci Christophe. Juste Sébastien veut réagir. Forcément, non, mais juste sur un truc sur lequel, et il le sait qu'il a tort là-dessus, on peut pas
L'assassinat, c'est interdit. Hein. Exactement. Non, mais ça, il a intégralement raison sur le fait que souvent il y a un problème majeur d'organisation des services d'urgence. Mais on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que le fait d'avoir un accompagnant ne veut pas dire que le service ne doit pas s'organiser. Et le fait de ne pas en avoir ne veut pas dire que le service peut tourner n'importe comment. C'est-à-dire que l'organisation d'un côté, bien sûr qu'il faut qu'on améliore l'organisation des services d'urgence, c'est vital. Et de toute manière, c'est nous qu'on crèverons si on ne le fait pas. Mais ça n'empêche pas l'accompagnant et ça ne doit pas en aucun cas interférer sur la présence ou pas d'un accompagnant. C'est deux sujets qui sont pour moi complètement. Alors évidemment, l'organisation, tu sais que je suis pour l'organisation des services d'urgence. Encore une fois, il faut juste comparer également les services d'urgence à d'autres services. L'accompagnant, oui, il peut y avoir des horaires, des moments. D'ailleurs, c'est très discutable. Je ne vois pas pourquoi un service hospitalier, il devrait y avoir des limites aussi strictes dans les horaires de visite. Ça, c'est un autre débat. Mais pareil, pendant la réalisation de soins, il y a les accompagnants sont exclus et sont mis à l'écart pendant les soins. Encore une fois, la différence des urgences, c'est que les situations sont extrêmement complexes, que encore une fois, oui, un adolescent a le droit d'avoir un entretien avec un médecin sans la présence de la famille. Oui, des personnes peuvent être évaluées, examinées sans l'accompagnant, et des fois, la présence de l'accompagnant est un frein à la bonne prise en charge des patients. Ça, pour moi, c'est minoritaire. C'est très minoritaire. C'est très minoritaire. Très minoritaire. Eh ben, je pense que c'est minoritaire à partir du moment où on ne cherche pas derrière. Et on le voit très bien. Par exemple, sur la violence faite aux femmes. On voit bien que l'énergie mise pour s'interroger sur les circonstances de traumatisme dont le mécanisme est un peu suspect, on préfère finalement ne pas chercher. Et évidemment, s'il y a la présence de l'accompagnant, on ne va pas poser la simple question qui est de dire est-ce que ce traumatisme n'est pas dû à une agression dans le cercle familial. Il est clair que vous ne poserez pas la question avec la présence de l'accompagnant. Ça, c'est absolument illusoire. Ça, je vous mets au défi. Donc effectivement, à partir de là, on va trouver que la situation, elle est extrêmement minoritaire. On ne trouve pas ce qu'on ne cherche pas. Je dois répondre là. C'est ton truc. Non, mais on a ce débat sur, j'ai l'impression qu'on l'a 15 fois, mais on a le fait d'avoir un accompagnant veut d'une pas dire qu'on l'a tout le temps et que l'examen clinique peut être un moment un peu sanctuarisé, on va être seul en relation individuelle avec le patient. Deuxièmement, et j'ai vu qu'il y avait aussi des questions, c'est que bien sûr que dans les conflits de conjugopathie qui vont être complexes, de violences faites aux femmes, mais on peut avoir un temps d'interrogatoire aussi sans le patient, sans l'accompagnant, pardon. Sans le patient, c'est plus compliqué. Sans l'accompagnant, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y a très peu d'accompagnants, on le dépiste très très bien. Donc dire que parce qu'il y aurait des accompagnants, on va le dépister encore moins bien, je ne suis pas persuadé de ça. Je pense qu'on le dépiste mal aujourd'hui et je pense que c'est un autre sujet. Mais je suis tout à fait partisan de se dire qu'il faut avoir des temps où on peut ne pas avoir d'accompagnant parce que c'est l'examen clinique, parce que c'est un interrogatoire, parce que on pense que ce temps est nécessaire et que ça s'explique. Et puis, encore une fois, la première chose et avant tout est demander au patient individuellement, sans la présence d'un accompagnant, s'il veut ou pas avoir un accompagnant. Et donc, ne pas afficher partout, tout le monde a le droit à un accompagnant, parce qu'effectivement, on va faire une situation complexe. Mais en tout cas, et que je suis aussi bien d'accord, parce que je sais ce que tu vas me répondre, que les femmes victimes de violences, comme les hommes victimes de violences, c'est pas forcément tout de suite qu'ils vont dire non, je veux pas d'accompagnant. Mais déjà ouvrir cette porte de dire c'est possible d'en avoir un ou de ne pas en avoir un selon votre choix. Mais c'est le choix du patient, c'est pas notre choix. Oui, non, mais encore une fois, je suis d'accord. Encore une fois, c'est un peu méconnaître certains mécanismes, c'est-à-dire que lorsque la personne est à côté, ça va limiter en grande partie l'acceptation ou pas de l'accompagnant. Au-delà de ça, je vois qu'aussi tu mets des limites puisque c'est le choix du patient, donc on n'est pas tu me rejoins sur le fait des limites. Je maintiens que en fait, lorsque l'accompagnant représente une valeur ajoutée dans la prise en charge du patient, j'y vois un intérêt. Un patient, il n'y a aucun problème, bien que son rôle soit purement présentiel et relationnel et en aucune manière avoir la charge
de surveiller un patient ou de remplacer les soignants, ça c'est absolument impossible, et que pour les gens qui sont parfaitement autonomes, accepter que comme il y a un certain délai lié à la prise en charge, ces patients parfaitement autonomes, jeunes, communiquant avec leur téléphone ou leur ordinateur, la présence de l'accompagnant, il faut bien comprendre que pour les services à haut volume, si on rajoutait, prenons un service qui accueillerait 150 ou 200 patients, ça serait 150 ou 200 accompagnants. On voit bien que expliquer qu'il ne va pas y avoir un impact sur les conditions de travail des soignants me paraît absolument illusoire. En revanche, effectivement, qu'il y ait des infirmiers de coordination, qu'il y ait des stratégies de communication, c'est-à-dire d'envoi de SMS, d'appel au domicile sur la personne de confiance, parce que le parcours de soins est relativement long. Je pense que oui, c'est développé, mais ce sont des développements de stratégies de communication et qui ne se résument pas à la présence d'un accompagnant ou à la fin on considère que la présence de l'accompagnant tient lieu de communication et on voit bien que c'est pas les attentes des patients. Très bien, intéressant. Moi, même si je pense que vous entendez bien sûr sur les sujets, j'ai noté quelques pistes quand même. Alors c'est sûr que d'avoir les accompagnants, ça règle pas le problème de la communication, ça c'est évident. Il faut aussi communiquer avec les accompagnants. On aura sûrement une illustration pour la partie gériatrique un peu de notre intervention. Évidemment, il faut communiquer avec les accompagnants. Si on le fait pas, c'est juste mettre des gens comme ça, en effet, qui risquent de nous compliquer la tâche. Tu as évoqué des choses très importantes, le secret médical. En pédiatrie, typiquement, où c'est un peu plus difficile aussi, on suspecte de la maltraitance, très compliqué à un moment donné de se retrouver seul sans les parents, donc les accompagnants naturels de l'enfant. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça. L'identification des accompagnants, c'est très intéressant. Enfin, c'est pas très compliqué probablement à mettre en place dans un service et dire, bah là vous êtes là, les soignants qui passent, ils voient cet accompagnant, ils savent qu'il est identifié comme tel. Exactement. Voilà, ça évite. Ça, je pense que c'est des petites pistes qui peuvent être creusées assez facilement. Alors le nombre d'accompagnants, bah oui. Alors je dirais quand même qu'un service qui accueille 200 passages par jour et celui qui en accueille 20, ils sont probablement dimensionnés de telle manière pour accueillir les accompagnants afférents à ces gens-là. Mais c'est sûr que c'est très compliqué. Et j'oserais rajouter une petite chose, moi qui travaille en pré-hospitalier, c'est vrai que très souvent, quand on prend en charge des personnes âgées, ou des personnes tout court, et qu'on les amène aux urgences, bah souvent, on dit aux accompagnants, n'y allez pas tout de suite, ils vont prendre. Alors, il y a eu le Covid derrière, bien sûr, qui a probablement jeté une difficulté supplémentaire dessus. Mais très souvent, on leur dit, n'y allez pas, hein, de toute façon, ils vont probablement vous sortir et vous ne serez pas avec votre femme, votre mari, votre enfant, votre famille. Donc, même nous, finalement, on sait, c'est à moi cette culture, peut-être que le Covid y a joué quelque chose, mais en fait, on se dit, non, n'y allez pas. Finalement, on fait le frein parce qu'on sait que c'est compliqué derrière et que parfois, c'est parfois très violent pour les accompagnants de savoir ce qui se passe derrière une porte, voilà. Alors sur le Covid, moi il y a quand même une chose qui, encore une fois, j'ai une approche raisonnée et raisonnable et je trouve que l'un des enseignements du Covid, c'est que il y a certains services qui ont quasiment exclu la famille, oui. Et ça, je pense que ça crée une sorte de fonctionnement en autarcie d'un service qui est absolument catastrophique de mon point de vue. Je pense que c'est important. Et c'est pour ça que je dis que la présence du milieu associatif est importante, c'est qu'il y ait toujours une vue extérieure parce qu'on est des fois dans un cercle fermé où on auto-légitime des comportements déviants puisqu'on est entre nous. Donc, j'ai enregistré ça. Hein. Mais je le pense. Et par exemple, le fait que dans les portes ou dans les UHCD pendant l'épidémie de Covid, les familles notamment de patients qui sont décédés, n'ont pas eu le droit initialement à venir. Je trouvais que c'était catastrophique, ne serait-ce que pour un travail de deuil. Et je pense que c'est un service d'assurer la sécurité d'un patient et de le veiller. Et ce fonctionnement, je suis complètement opposé au fait que les familles ne puissent pas accéder en UHCD pour les patients qui étaient en fin de vie, bien qu'on en soit à la première vague de Covid. Je trouve que c'est catastrophique de travailler en circuit fermé et d'exclure les familles. Néanmoins, dans le temps des urgences, la présence de l'accompagnant, effectivement, ça doit être une appréciation au cas par cas et avec une vision
relativement restrictive. Le temps de l'hospitalisation, c'est autre chose. Sur lequel, à mon avis, on est finalement tous à peu près d'accord. On dit oui pour l'accompagnant, sauf dans le cas d'un problème de secret médical. Et bien sûr, on exclut de fait un accompagnant qui serait là, qui ferait office de surveillance du patient. Parce que là, ça veut dire il y a un glissement-de-tâche colossal sur des gens qui ne sont même pas professionnels. Donc, évidemment, c'est pas possible. Mais glissement de tâches qui malheureusement, bien sûr, dont on sert. Hein. Et on parle de l'organisation. Et d'ailleurs, Sébastien a eu un mot malheureux en parlant de surveillance du patient. Mais ça traduit en fait, c'est-à-dire c'est déléguer à un non-soignant une fonction de soin. Et ça, je pense aussi que c'est une fausse bonne solution à un réel problème qui est l'organisation et la surveillance et la sécurité des soins et la qualité des soins pour les patients. Au détail près, quand tu parles de surveillance, tu ne parles que de surveillance médicale, mais qu'il y a aussi tous les besoins primaires, aller boire, aller aux toilettes, et que parfois, et ça je suis désolé, même dans le service le mieux organisé du monde, qui est le SAU de l'hôpital Bichat, je dirais pas ça, moi non plus. Mais quand même, vous avez un vrai focus sur comment c'est organisé sur toutes ces questions-là, et ça c'est clair. Il y a des patients qui ont soif et qui n'ont pas accès à un verre d'eau, parce que juste en fait ils sont dans des zones où il y a moins de passage, il y a moins de surveillance médicale ou paramédicale, et donc encore une fois bien entendu que le rôle de l'accompagnant c'est pas dire oulala, dis donc il est marbré, il a son temps diminue, mais juste de dire il a soif, il a le droit de manger, il a le droit de boire, il doit aller aux toilettes. Je suis désolé, c'est de la surveillance humaine, c'est pas de la surveillance médicale de quelqu'un à qui quand même. Et vous avez cette réflexion-là, beaucoup de services ne l'ont pas. Beaucoup de services ont décidé, donc on a allongé tout le monde. Et là, ça devient un enfer, parce que ces patients qui sont allongés, que ça puisse le droit de se lever, en fait, tous leurs besoins primitifs ne sont plus satisfaits. Ils ont besoin de respirer, de voir un plafond. Alors, c'est de l'organisation. Ça, c'est de l'organisation, je suis d'accord. Donc, quand je parle de surveillance, je parle pas de surveillance médicale, ou paramédicale, c'est pas le sujet, c'est juste une surveillance des besoins humains. Et que parfois, les gens à qui on a enlevé ce truc-là quand ils sont arrivés aux urgences. Et là, je te rejoins. Contrairement à ce que je disais au départ, là, on revient à des problèmes d'organisation. Mais malgré tout, dans les services bien organisés, et je pense que Bichat est un service bien organisé, certains patients vont avoir un bénéfice à avoir un accompagnement là. Après, on peut toujours discuter de oui, bien sûr, il faut des règles. Il faut des règles, mais je pense qu'il faut partir plutôt sur un mode ouvert et puis on restreint à certaines situations, plutôt que de se dire que dès le départ, on restreint, parce que si on donne cette capacité de restreindre dès le départ, on va être, alors là, tout le monde aura une bonne raison de ne pas avoir un accompagnant. Je le crains. Alors, dans mon propos, surveillance, c'est surveillance. Elle n'est pas médicale, elle est la surveillance du patient dans son intégralité. Je pense qu'elle est intimement liée également avec l'organisation. Considérer que les gens à midi aient faim quand ils sont arrivés à 8 heures, c'est quand même quelque chose qui est évident, et donc ça doit être organisé pour donner des repas aux patients dont on sait que le processus de soins et de façon prévisible va pousser à l'après-midi ou à la fin de l'après-midi. Et je maintiens que la surveillance, c'est également les soins primaires, c'est la totalité d'un patient. Et je suis d'accord avec Tim, si on reste sur du purement clinico-clinique et du purement physiopathologique, et je pense que vous êtes malade. On est un peu loin. La preuve, c'est que il y a tellement de gens qui sortent, qui disent à l'infirmière en sortant, j'ai vu le médecin, j'ai tous les papiers, mais en fait, j'ai rien compris de ce que j'ai. C'est bien la preuve que le problème, c'est avant tout un problème de communication. Mais juste pour me plaindre un tout petit peu, on peut pas entendre le point de vue de cette dame qui va parler de, c'est-à-dire le point de vue des personnes âgées qui sont j'avais laissé le mot de la fin, donc je peut-être qu'ils ont besoin d'accompagnement tout le temps. Comme nous. Et peut-être que l'accompagnant, c'est essentiel pour passer l'assiette, pour aider les personnes à se lever, pour regarder la télévision. Tim fait mon travail, du coup. Merci. Tu as fait une habile transition. Je pense que Louise va nous mettre d'accord. On va vous mettre d'accord, va tous nous mettre d'accord. Que ce soit les patients psychiatriques aussi qui ont besoin d'un accompagnement obligatoire parce que l'absence de leur accompagnant va être compliquée. Que ce soit les patients de pédiatrie, on l'a évoqué. Ça, finalement, c'est un peu une évidence. Les patients de gériatrie, ça va être un vrai sujet. Je pense que Louise va nous mettre d'accord sur tous les points qu'on a évoqués. À toi. Merci. Quelle responsabilité. C'est clair.
Merci, bonjour à tous. Moi, je suis donc médecin gériatre, donc je suis vraiment une formation de gériatre et pas d'urgentiste, mais il se trouve que j'ai la chance de travailler depuis 2 ans dans le service des urgences de l'hôpital Ambroise de Paris, donc avec Sébastien, particulièrement à l'UHCD. Et donc, j'ai la mission, en tout cas mon travail, c'est de prendre en charge les patients âgés de plus de 80 ans, qui sont donc les patients en perte d'autonomie, particulièrement dans ce contexte aigu des urgences. Et donc, je travaille au sein de l'UHCD, mais quelquefois, je suis amenée à donner des avis au service d'accueil devant. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une prise en charge gériatrique dès l'entrée du patient dans l'hôpital. Après, les patients qu'on garde hospitalisés, ils monteront dans des services d'aigus, de chirurgie, de médecine, de soins intensifs, puis quelquefois de rééducation. Et donc, vraiment, on va essayer de diminuer la iatrogénie hospitalière en ayant cette prise en charge gériatrique au tout début de son arrivée à l'hôpital. Et du coup, c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé d'intervenir dans ce webinaire, et donc merci beaucoup. L'idée, c'était d'avoir un topo assez pratico-pratique, et du coup, je me suis basée sur 3 petits cas cliniques qui sont vraiment des cas cliniques simples du quotidien, pour après en tirer quelques conclusions justement sur la communication aux urgences pour les patients âgés. Et vous allez voir que ces patients, ils sont tous âgés, mais ils se ressemblent pas. Et je pense que vous avez tous dans vos pratiques cliniques des patients du même âge, mais qui ont vraiment pas la même autonomie, pas le même niveau cognitif. Et donc c'est ça qui est assez passionnant. Vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de communication verbale, forcément, et beaucoup de communication non verbale avec ces patients qui sont en perte d'autonomie et parfois qui ont un niveau cognitif qui n'est pas celui qu'ils avaient il y a quelques années. Du coup, je vous mets dans le contexte. On est le 16 janvier 2025, on est aux urgences, on est en pleine épidémie de grippe. Le personnel soignant est très occupé, il y a du monde partout, et du coup, on va concentrer notre attention sur 3 patients. Le premier, c'est un homme, il a 89 ans, il est parkinsonien, il a fait plein de chutes à la maison. La dernière, elle s'est compliquée d'une fracture du col du fémur, et en fait, le pauvre homme, il s'en est jamais remis dans le sens où il a jamais réussi à reprendre la marche. Du coup, il vit à domicile et il se déplace en fauteuil toute la journée. Il a quelques auxiliaires de vie qui l'aident pour les besoins du quotidien. Là, il a la grippe, il est oxygéno-requérant, il est sous 3 litres et il est aux urgences. Donc, je pense que ce patient, vous le voyez bien, il est au fond de son lit, il a son masque à oxygène. Et là, vous vous dites, comment je vais communiquer avec ce patient qui est très dépendant, très vieux, quel niveau d'information je vais obtenir? Déjà, s'il vous plaît, dites-vous que ce patient, on ne sait pas s'il a des troubles cognitifs ou pas, et du coup, il est capable de s'exprimer et de vous donner plein d'informations. L'idée, ça va être donc d'entrer en communication avec lui, tout en s'adaptant, mais d'entrer en communication avec lui. Et la première chose, en tout cas en France, pour entrer en communication avec un patient, c'est de lui dire bonjour. Et en lui disant bonjour, déjà, vous allez voir si le patient vous entend, parce que vous savez que les patients âgés n'ont pas tous une audition parfaite. Et du coup, ce bonjour va vous permettre de jauger si vous allez pouvoir communiquer avec lui ou s'il va falloir monter le son. Vous allez voir aussi s'il a ses appareils auditifs ou pas, parce que ça, il y a plein de familles qui, comme ça coûte très cher, dès que le patient part aux urgences, lui retire ses oreilles et du coup, ils n'entendent plus rien. Donc, voilà, vous vous adaptez, vous vous approchez de lui. Ça, c'est hyper important de ne pas rester au bout du lit. Vraiment, approchez-vous de vos patients, asseyez-vous même rapidement sur la coudoir du fauteuil. En tout cas, mettez-vous à sa hauteur et présentez-vous en disant, voilà, moi, je suis le docteur Reinhardt, je viens vous voir. Là, voilà où vous en êtes dans votre prise en charge. Redites-lui où il est. Ben, on est aux urgences. Voilà ce pourquoi vous êtes là. Voilà ce qu'on attend pour vous. Et en fait, soit vous êtes le premier contact, soit vous êtes le énième contact et le patient, il a déjà passé la nuit sur un brancard ou dans un lit et il a vu plein de personnes différentes. En plus, tout le monde est masqué. Quelquefois, on l'a pris sur son brancard, on l'a emmené dans un autre endroit. En fait, on lui a pas expliqué, il a pas compris. Donc, vraiment, c'est hyper important de, à chaque étape, dire, on va du point A au point B, voilà pourquoi, je suis telle personne.
Et du coup, soyez dans cette attitude qui est vraiment une attitude rassurante et confiante pour lui. Donc ça déjà, bon, on est rentré en contact avec le patient. L'idée ensuite, forcément, c'est de l'écouter et écouter l'histoire qu'il a à vous raconter. Et là, vous allez jauger du niveau cognitif du patient, s'il est confus, pas confus. Et moi, je suis souvent très étonnée de rentrer en me disant, bon, ce patient, il va rien comprendre. En fait, on va lui faire des examens et on va voir un peu ce qui ressort. Et puis, en fait, on va surtout appeler sa famille. Et en fait, finalement, c'est le patient qui me donne toute l'information. Il sait très bien ce qu'il a, il a tout compris. Il sait très bien me dire les traitements qu'il prend à la maison, ses soucis de santé. Et vraiment, chaque fois, je me redis, mais en fait, c'est évidemment le patient qu'il faut aller voir en premier et qu'il faut écouter. Et c'est lui qui nous donne souvent les clés du diagnostic. Et là aussi, parlez-lui normalement. Même si le patient il a des troubles cognitifs, c'est insupportable qu'on les prenne pour des enfants, qu'on les infantilise. C'est bonjour monsieur, bonjour madame. Et parlez-lui comme à une personne adulte et responsable. Moi, j'aime bien aussi leur demander ce qu'ils ont compris jusqu'à présent pour remettre le curseur au bon endroit. Voilà. Quelquefois, si vous avez des étudiants ou d'autres personnes, c'est aussi très important de jamais parler du patient à la troisième personne quand vous êtes à côté de lui dans la chambre. En fait, le patient, il a besoin d'être inclus et du coup, vous l'incluez dans la discussion. Regardez, monsieur, on est en train de dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bon, là, on est avec ce patient. Il a la grippe, il a 3 litres d'oxygène, il est polypathologique. Et en fait, le patient, on sait que la grippe, ça peut être compliqué parfois et donc la situation peut déraper. Là aussi, c'est très important si à un moment dans la prise en charge, on voit que le patient s'aggrave, on lui pose la question, que nous, on se pose la question soin intensif, oui, non. À un moment d'aller le voir aussi et lui dire, en fait, vous en pensez quoi? Et je suis aussi assez frappée, donc quelquefois, entre soignants, on appelle le réa, on en discute entre nous, et en fait, personne n'a été voir le patient pour lui demander ce que lui en pensait. Et vraiment, je vous invite, et c'est aussi pour moi, mais voilà, de à chaque fois faire cet exercice en disant, voilà, là on voit que vous augmentez vos besoins en oxygène, que vous voyez bien, vous êtes plus essoufflé, ça va moins bien. On se pose la question de vous envoyer en soins intensifs, voilà, on peut décrire les différents actes qu'on propose, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que voilà, là, les situations s'aggravent. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille ou qu'on aille jusqu'au bout et ça ne sera pas forcément agréable? Et là, le patient, souvent, il peut vous donner la réponse en disant « S'il vous plaît, stop, laissez-moi tranquille. En fait, la vie, elle est compliquée à la maison. Je suis seule. » Voilà, il peut avoir toutes les raisons du monde qui peuvent nous aider soignants aussi à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Et si à l'inverse, le patient dit « Ah non, mais évidemment, on se bat, on y va. J'étais au théâtre la semaine dernière. Moi, j'ai envie de vivre, j'aime la vie. » À ce moment-là, ça pourra nous aider à pousser. Mais vraiment, soyez en vérité avec les patients, même les patients très âgés, polypathologiques, où vous dites il a pas forcément le niveau cognitif qu'on aimerait. Il faut, vous serez souvent étonné. Voilà, ça c'était notre premier patient. Notre deuxième patiente, c'est une femme. Elle a 82 ans. Elle a des troubles cognitifs majeurs. Et du coup, elle déambule. Et ça, c'est compliqué dans les services d'urgence. Là, elle vient pour une chute sur une infection urinaire. Elle n'a pas de fracture, pas de plaie. En tout cas, elle arrive à marcher. Et alors, sur ses troubles cognitifs, elle est super confuse et super perdue. Bon, déjà, ne vous passez jamais d'un échange avec la patiente. Déjà, pour vous jauger de l'état cognitif, de où est-ce qu'on en est, pour la rassurer, lui expliquer où elle est, toujours, ce qu'on attend pour elle, qui vous êtes et qu'elle mette un visage. Ça, souvent, ils aiment bien. Bon, après, si elle déambule, faut pas se formaliser d'un entretien en box avec elle. Moi, souvent, dans ce cas-là, je les rejoins dans leur marche et je déambule avec eux. Je les prends par la main et bon, j'essaye de les attirer vers leur box parce que des fois, ça peut être compliqué. Nous, on a des activités, on peut leur donner aussi du papier, leur permettre d'écrire pour les canaliser. Ce que j'aime bien aussi, c'est leur dire, on en parlait là des besoins primaires, mais souvent quand ils déambulent, c'est qu'ils sont inquiets,
il y a quelque chose qui les tracasse, ils sont perdus. Et du coup, il faut revenir aux besoins primaires. Donc, est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez envie d'aller aux toilettes? Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et là, pareil, vous serez souvent assez étonné de la réponse. En fait, ils savent ce qu'ils ont besoin. Donc, systématiquement, leur proposer un verre d'eau, de la nourriture pour les apaiser. Ça, c'est pas mal. L'autre petit truc aussi, c'est d'essayer de pas les contrarier. Et ça, c'est un petit jeu. Mais en fait, il faut aller dans leur sens, faire des concessions et on y arrive. Bon, notre chère patiente, finalement, sa fille arrive. Du coup, la patiente, ça l'apaise. Donc là, le rôle de l'accompagnant est assez important. Et surtout, la fille vous donne plein d'informations. Parce que la patiente, pour le coup, elle n'est pas très informative sur les traitements qu'elle prend et comment ça se passe à la maison. Donc là, la question, c'est comment est-ce que nous, on va se positionner vis-à-vis de la fille de la patiente? Comment est-ce qu'on va l'écouter? Et après, comment on prend en compte l'avis de la patiente qui vous dit « moi, je veux à tout prix rentrer chez moi », ce qui n'est pas forcément toujours la bonne idée. Là, on rentre dans le triptyque qu'on a appris, qui est le triptyque soignant, patient, accompagnant, proche. Et là-dedans, tout le monde est aussi important et ça fait vraiment une triangulaire où tout le monde va devoir communiquer. En gros, la fille, elle va avoir besoin d'informations médicales qui concernent sa mère, parce qu'elle est très inquiète de savoir sa mère aux urgences. Elle sait que sa mère a des troubles cognitifs. Elle se dit comment est-ce qu'ils vont s'occuper bien de maman. Maman doit être extrêmement perdue, etc. Du coup, c'est très important d'écouter la fille, de la rassurer, qu'elle se rende compte que peut avoir confiance en vous. Et après, d'écouter la fille. Et la fille va peut-être vous dire, ça ne tient plus à la maison. En fait, je suis épuisée. Et d'écouter les aidants de ces personnes qui sont dans des situations cognitives qui sont compliquées. Vous, ça va vous aider à savoir décider si on doit garder le patient hospitalisé ou pas. Et donc, il y a une vraie attitude d'écoute à avoir dans les urgences parce que c'est vraiment, quelquefois, la première fois que le proche va pouvoir se livrer à un soignant quand il n'y a pas de médecin généraliste, quand c'est compliqué. Enfin, il va pouvoir lâcher que c'est compliqué, que comment est-ce qu'on peut faire pour mettre plus d'aide à la maison, etc. Bon, là, on s'adapte. On voit aussi le nombre de places dans l'hôpital, quelles sont les ressources gériatriques autour et s'il y a besoin vraiment de garder ou pas le patient. En tout cas, moi, ce que j'encourage, c'est de donner des informations qui sont simples, qui sont vraies et de vraiment devenir partenaire avec le proche en disant, OK, en fait, vous avez mon numéro, moi je vais communiquer un peu en temps réel sur l'avancement, voilà ce qu'on attend pour votre maman en l'occurrence, on va la garder cette nuit, demain on verra, voilà les différentes possibilités, peut-être qu'on va pas la garder sur site, mais qu'elle va être envoyée dans d'autres hôpitaux, et comme ça, les familles, elles ont les informations, elles sont en confiance, elles ne se disent pas, mais le médecin il n'a pas le temps, ok on n'a pas le temps, mais en fait on peut donner les infos en 3 minutes 30, en ayant un ton de voix qui est calme, vous regardez la personne dans les yeux, vous êtes serein et vous vous enfuyez pas. Il faut vraiment avoir ce moment, cette bulle avec le proche, avec la famille, soit que ça soit au téléphone, un coup de fil, soit dans la chambre du patient ou pas loin. Voilà. Ça, c'était notre deuxième patient. Troisième patient. Il y en a 3. Il y en a 3, mais ça va. La dernière. C'est un petit service d'urgence, il n'y a que 3 patients. On n'a qu'une gériatre. Voilà. La dernière, elle a 94 ans. Alors ça, c'est un peu moins drôle. Elle est en EHPAD, elle est mutique, elle est alitée, elle est sur des troubles cognitifs majeurs. Et là, elle fait une détresse respiratoire sur une pneumopathie d'inhalation. Bon, en gros, le tableau, il est gravissime et la patiente, elle va probablement décéder. Mais l'idée et l'enjeu, c'est comment communiquer avec cette patiente où vraiment on se dit, elle a les yeux mi-clos, elle parle pas. Comment je rentre en communication avec cette patiente-là qui va peut-être nous quitter dans des heures ou jours à venir. Donc déjà, s'il vous plaît, parlez quand même à ces patients. Continuez à leur dire bonjour, vous continuez à les considérer parce que c'est extrêmement mystérieux. En fait, on n'en sait rien de savoir ce qu'ils entendent, ce qu'ils n'entendent pas. Et en tout cas, on fera globalement que du bien en ayant cette attitude proche d'eux et en leur parlant. En fait, ça va être une communication qui va être pas mal pour tous les soignants dans les soins. Donc vraiment, s'il vous plaît, quand vous faites des soins à deux, vous ne parlez pas entre vous, mais parlez à la patiente,
expliquez-lui les choses, expliquez-lui les manœuvres, et du coup, soyez hyper attentifs à tous les signes de douleur, de gémissement, d'anxiété, qui vont du coup aider le médecin à dire la toilette, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, le confort, il était là ou il n'est pas là. Voilà, donc ça, c'était le petit message clé sur les patients qui sont aussi communicants et où c'est moins évident. Voilà, et après, quand on a ces patients-là aux urgences, pareil, hyper important d'avoir un contact avec les familles pour expliquer que la situation, elle est grave et que le patient risque de décéder. Donc là, pareil, il y a manière et manière de dire les choses. C'est très traumatisant pour les familles que ça soit dit devant la patiente. Parce qu'ils se disent, mais elle entend, ça veut dire qu'elle va comprendre qu'elle va mourir, etc. Bon, moi, en pratique, je le dis toujours aux patients, la situation, elle est grave, on est inquiet pour vous, on va faire en sorte que vous alliez bien, que vous ayez pas mal. Et voilà, au moins, je me dis, ils entendent ce qu'ils veulent entendre et je le dis le plus délicatement possible, mais je pense que c'est quand même important pour eux de savoir que on s'occupe d'eux et qu'on a compris que c'était grave. Et pour les familles, du coup, important de les prendre à l'écart, pas dans le Bronx des urgences. Si vous avez des petites salles appropriées, c'est pas mal. Et en étant assis et en expliquant pareil les choses de manière posée, simple, et en leur offrant un espace de parole. Leur proposant de rester la nuit, d'être appelé la nuit s'il y a besoin, etc. Voilà, bon ça c'était la situation moins drôle, mais qui est en tout cas rencontrée parfois, et c'est pas le quotidien, je pense qu'on a cette situation 1 à 2 fois par semaine, peut-être 3 fois, mais c'est pas... Non. Bon, en tout cas, moi j'ai pas l'impression que ce soit le quotidien de gérer de la fin de vie aux urgences, et on a plus des patients âgés qui viennent pour chute, confusion, Disney ou autre. Voilà. En gros, en conclusion, vous voyez que à travers ces 3 situations, on a un petit panel de la gériatrie, mais c'est juste une toute petite partie. Et en gros, si on devait retenir des messages clés, déjà, ayez une attitude empathique, vraiment douce. Les patients, ils supportent pas d'être agressés. Donc voilà, faut être calme, doux et rassurante, confiante. Je leur dis, mais présentez-vous systématiquement, je suis un tel et vous êtes à l'hôpital parce que vous avez une infection urinaire, parce que vous êtes tombé, parce que voilà. Vous parlez fort, vous êtes proche d'eux physiquement. Vous considérez que chaque patient comprend tout ce que vous lui dites. Et du coup, vous l'infantilisez pas. Vous parlez avec des mots simples, mais comme vous parleriez à quelqu'un d'adulte qui connaît rien à la médecine. Si le patient il a des troubles cognitifs ou qu'il est confus, agité, vous n'oubliez pas les besoins primaires, donc vous le faites marcher, vous le mettez au fauteuil, vous lui proposez une activité, la télé, voilà. Vous n'oubliez pas les familles, les proches, vous les informez et aussi informer le patient que vous avez appelé leur fille, leur fils. Ça, ils sont toujours rassurés de dire ah ok c'est bon, ils sont en contact avec ma famille, c'est bon. Et ensuite, dernière chose, quelquefois, quand on en charge un patient âgé, ça peut faire peur parce que, en fait, on se dit, il est hyper fragile, ça part dans tous les sens, je comprends rien. Mais déjà, vraiment, prenez-les comme des personnes normales, surmontez vos a priori, surmontez vos peurs, ça va bien se passer et ça sera super gratifiant d'avoir bien pris en charge une personne âgée le mieux possible. Ah, enfin, elle a utilisé le mot personne. Ah. Et non pas patient. C'est magique. À la fin, la patient est devenue une personne. Ou citoyen à la fin. Non, magnifique. Magnifique. La question clé, c'est que la personne reste une personne. Ça ne s'éloigne pas dans cet objet patient. Que ça reste une personne, qu'il y ait des gens autour. Nous allons tous, même vous 3, vous allez mourir à un moment donné. Vous êtes aussi des personnes. Vous n'êtes pas forcément des patients, d'accord? Et vous allez mourir d'une manière ou d'une autre. Et ces manières de mourir changent différemment à tout le temps. Nous qui avons vécu l'épidémie du sida avant que les traitements arrivent, les gens mouraient tous les jours. C'est la première question que les gens se posaient en entrant, y compris les professionnels, c'était qui est mort aujourd'hui. Et c'était comment être là avec la personne qui est en fin de vie? Comment être là? Quel est notre rôle? Qui devrait être dans la chambre avec? De quoi on parle? Oui, elle insiste sur le fait qu'il faut parler avec la personne autant que possible. À un moment donné, la personne décide elle-même de s'en aller. La personne décide d'une manière ou d'une autre. Ah oui. Elle décide elle-même de s'en aller. Mais la place des proches et des professionnels dans la pièce en question, de continuer de vivre, de continuer de parler entre eux, de continuer de passer un bon moment. C'est quand même des moments magiques où la personne
peut aussi partir aussi plus tranquillement. Merci Louise, en tout cas, c'était parfait de redire un petit peu, sans doute des évidences, mais la communication. Et moi, j'ai adoré la troisième vignette parce qu'elle est essentielle. On l'a, je sais pas dans vos services d'urgence, mais nous au SAMU et les prises en charge, on en a beaucoup de gens comme ça qui ont un relationnel très pauvre. À qui finalement on n'adresse pas beaucoup. Enfin, en tout cas, moi qui interviens avec le SAMU, avec les pompiers, voilà, on est tous autour en train de parler. Puis on considère rarement la personne qui est juste au centre de l'histoire. On parle souvent au-dessus d'elle, et donc c'est très important de repréciser tous les points que tu as dit. Moi, je pense que c'est essentiel. La communication, évidemment. Alors la place de l'accompagnant, je pense que il doit être variable sans doute dans ces situations-là. Il y a plein de situations probablement qui nécessitent, parce qu'on a parlé des gens qui parlent pas français, qui ont besoin peut-être d'un traducteur, forcément. J'ai vu dans les questions que du coup le secret médical, voilà, il était peut-être un peu au cœur du sujet. Les personnes psychiatriques qui ont besoin d'une rassurance d'un proche, d'un accompagnant, les pédiatries, c'est plus évident comme on le disait, et bien sûr la gériatrie est sans doute important aussi, en tout cas pour ceux qui ont un relationnel pauvre, à pouvoir récupérer quelques informations, ne serait-ce que sur leur autonomie, sur leur devenir ou sur leur désir exprimés au moment où ils étaient encore capables d'exprimer leur volonté. Pour tout ce qui est ces questions-là, effectivement, quand nous on a besoin d'infos pour étayer le dossier médical, ça je trouve que en vrai c'est gérable au téléphone, mais pour moi la place de l'accompagnant elle est essentielle pour, et ça je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, les personnes qui ont des troubles cognitifs, qui ont zéro repère aux urgences, et en plus on change tous parce que c'est sur un mode de garde, et là, s'il y a la personne référente qui arrive, mais même quelquefois, c'est l'auxiliaire de vie qui a l'habitude de venir la journée. Et là, on sent que d'un coup, la tension, elle diminue et que le patient, il retrouve quelqu'un de confiance, un visage connu, un son de voix connu. Voilà, mais ça, je pense que c'est unanime qu'autour de la table, on est. Il y a deux choses sur l'intervention de Louise qui me paraît essentielle. La première chose, c'est effectivement, et je ne comprends pas la pratique qui est que je constate aussi dans mon service, qui est des mécanismes de retrait de l'appareil auditif, de l'appareil des lunettes, c'est-à-dire tout ce qui va créer dans un but finalement de préservation de ces outils, enfin de ces instruments, ces ustensiles, mais en fait qui vont plonger la personne dans un isolement sensoriel qui est absolument majeur. Donc finalement, avec bien sûr appareil auditif qui finit dans un gobelet, qui finit à la poubelle, puisque c'est dans un appareil. Et je ne comprends pas cette pratique. Alors je ne sais pas si ça relève de la pratique de la formation initiale, mais en fait, c'est cette attitude qui est d'isoler les gens en partant du principe que on est bien traitant, ou on protège les valeurs en fait en isolant les gens. La deuxième, évidemment, tu l'as dit, c'est le discours infantilisant, le ton infantilisant, comme si on parlait à un enfant de 4 ans ou voire moins. Afin de laisser un peu de temps pour toutes les questions qui sont quand même assez nombreuses, on va commencer immédiatement par la première question qui va s'afficher, j'imagine, que je peux vous soumettre. Comment faire pour que les soignants très sollicités, voire épuisés dans les services d'urgence, c'était fatal qu'on ait cette question, soient mieux accompagnés pour pouvoir supporter la charge mentale, l'agressivité parfois des usagers? Sébastien. Voilà. Eh bien, merci. Sébastien l'usager, c'est ça? Sébastien, je sais pas quoi. Merci Frédéric Julien, parce que je sais exactement qui est derrière cette question, donc j'en occuperai personnellement plus tard. Le problème, c'est que je pense que si j'avais une réponse à cette question, je serais ministre de la Santé et je ne changerais pas tous les 2 mois. Il y a plein de bien entendu, j'ai aucune réponse toute faite. Le problème de ces questions qui sont tellement multifactorielles, c'est qu'il y a plein de choses. La première chose, c'est pourquoi les usagers sont agressifs. On est dans une société qui prend de plus en plus agressive, avec de plus en plus d'intolérance à l'attente et autres choses comme ça, mais malgré tout, on a l'impression qu'il y en a plus aux urgences qu'ailleurs. Donc peut-être que la réponse qu'on y apporte n'est pas la bonne. Comment on fait pour diminuer la charge mentale? Alors,
je fais partie des gens qui ne croient pas à cette appellation de charge mentale. Comment on fait pour diminuer la pression qu'on va avoir, pour diminuer le surplus de travail? Non, déjà, je pense qu'on s'organise mieux. Bien sûr que je sais pas, parce qu'on va être toujours bien organisé, qu'il n'y aura pas d'agressivité, qu'il n'y aura pas de pression. Mais déjà, si de base on arrive à avoir un taux de pression qui est un peu plus bas, eh ben la cocotte minute, elle va exploser moins vite. On se pose les vraies questions sur qui on laisse rentrer, qui on laisse pas rentrer. Christophe le disait tout à l'heure, on n'est pas deux services, on travaille pas dans les services qui sont comparables en termes de volume. Donc peut-être qu'on aura des attitudes différentes en fonction de la typologie des services, en disant que l'architecture des services. Et après, il y a des questions qui sont aussi des questions de où est-ce qu'on fait attendre les patients. On voit dans les services d'urgence hyper souvent, c'est qu'on a plein d'espaces d'attente, ou pas du tout d'ailleurs, et on entasse les patients là, en se disant que là, peut-être que finalement, le terme patient prend enfin tout son sens. Sans se dire, tiens, c'est marrant, on a une grande salle d'attente ailleurs, où il y a tous les accompagnants qui sont là, mais surtout, on met pas les patients là. Peut-être qu'il faut juste les laisser aller avec leurs accompagnants. Si on leur fait rien et qu'ils n'ont pas de critères de gravité particuliers, laissons-les là où eux ont envie d'être et qui sont mieux, on saura où les trouver. Donc, notre problématique, c'est de savoir où les trouver. Aujourd'hui, on a plein de moyens modernes de savoir où les trouver. Donc, je pense qu'il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut faire au quotidien pour diminuer la pression. Et peut-être parfois aussi, juste demander aux gens, qui sont par les associations, qui me parlaient des bénévoles qui travaillent dans toutes les structures d'urgence, peut-être juste les interroger, c'est que comment eux ils voient les choses, comment ça se passe en salle d'attente, parce qu'on sait tous, nous soignants, le dernier endroit qu'on veut traverser, le dernier endroit où on veut aller, c'est la salle d'attente des urgences. Ça, on a remarqué, oui. Quand il faut aller de l'autre côté de la salle d'attente des urgences, on a l'impression que c'est un début de Koh-Lanta qu'on va faire, quoi. C'est l'épreuve des poteaux, il va falloir traverser un truc de dingue. Et que si on trouve des moyens de contournement, quitte à faire 50 mètres de plus, on va le faire. Donc, voilà, il faut interroger, s'interroger vraiment et forcément, on n'a pas de réponse toute faite et il faut pas s'interroger en se disant c'est dans l'urgence que je vais apporter une réponse, mais c'est en discuter en équipe, de voir comment on peut essayer de trouver plein de petits moyens pour faire baisser cette pression, parce que je suis intimement persuadé qu'il n'y a aucun moyen absolu de se dire tout d'un coup on va passer de l'explosion à tout va bien. Très bien. Voilà. C'était une question très ouverte et avec pas de réponse immédiate, en dehors du fait que tu brigues le poste de ministre de la Santé. Pour la quatrième fois. Une des manières à envisager, c'est de recruter d'autres personnes, c'est-à-dire des professionnels de l'accueil, et non pas des professionnels de soins, qui gèrent les systèmes d'urgence. Il faut que l'accueil soit accueillant. Les professionnels d'accueil sont aussi tous formés en matière de gestion des gens qui ne comprennent pas. Vous appelez ça des patients, mais moi j'appelle ça des personnes qui n'ont pas pigé comment ça fonctionne, qui deviennent irritées parce que ça. Le professionnel d'accueil identifie tout de suite, va vers, et aide la personne à formuler le truc. Pareil pour les personnes carrément agressives. Et former sur comment gérer cette agressivité. Vous ne l'êtes pas. Vous n'avez pas eu ces formations pendant vos études. Bien sûr que non. Communication, non. Exactement, sur les compétences de communication. Pourquoi faire? Donc, recruter des professionnels d'accueil pour les services d'urgence. J'ai vu ça à Pompidou. La seule personne formée en compétences, c'était un monsieur de 2 mètres de hauteur, mais d'une société extérieure, une société marquée société de sécurité. La seule personne formée sur comment aller vers les personnes agressives, comment aller vers les personnes allongées par terre, comment gérer ça, former là-dessus. Mais tu connais bien l'adage qui est que quelqu'un de 120 kilos, celui qui en fait 60 l'écoute plus souvent. Donc si le monsieur fait effectivement 2 mètres 10, c'est sûr que même la personne la plus agressive va être un peu moins agressive. C'est ce qu'on appelle 2 mètres 10 de présentation. Vous pouvez aussi avoir des personnes, vous pouvez avoir aussi des femmes formées là-dedans qui font ça génialement bien. Mais il y a plein d'hôpitaux qui ont mis en place des systèmes de ce qu'on appelle des médiatrices. Des médiateurs. J'ai toujours du mal avec ce terme parce qu'en fait, ils sont enfin la médiation, ils sont juste là pour accueillir, expliquer, informer. C'est les informateurs plus que des médiateurs d'ailleurs. Oui. Mais on a quand même aujourd'hui un vrai souci dans nos services, mais qui sont pas du tout liés aux services d'urgence, sont vraiment vrais partout à l'hôpital. C'est qu'en fait, quand on rentre dans un hôpital qu'on ne connaît pas, on a l'impression que la seule chose simple à faire, c'est d'en sortir. On n'est pas rentré trop loin dans l'hôpital. C'est-à-dire que là où tous les services publics et privés ont simplifié leurs démarches, ont éclairé les gens et tout, nous, tout ce qu'on a fait, c'est on travaille un peu sur la qualité, quelque chose comme ça, mais ça reste de l'amateurisme assez important. C'est-à-dire que quand on voit à l'aéroport dans n'importe quel pays du monde, on sait exactement où aller. Même quasiment la première fois qu'on rentre dans un aéroport. Quand on rentre pas la première fois dans un hôpital, c'est pas du tout intuitif. J'espère que tu sais qu'on vient
enregistré là. Il n'y a aucun problème. Hein. Mais c'est pas lui qu'il faut Moi, je suis On passe aux questions extrêmement suivantes, parce qu'on en a sobre. Non, mais il y a- plein, évidemment. La deuxième question, une question d'Alison. Nous recevons énormément, on a partiellement répondu un petit peu à cette question, mais nous recevons énormément de femmes victimes de violences psychologiques par la famille, le conjoint. Comment appréhender ces accompagnants dans le service pour ne pas mettre la patiente en danger et l'accueillir dans les meilleures conditions? On a répondu partiellement un petit peu aux questions. Bah, Christophe. je peux répondre encore une fois, à partir du moment où la règle, c'est pas d'accompagnant. Non, non, je permets. Non, mais Il n'a pas de problème avec cette question. excusez-moi. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que si la règle initiale est au cas par cas et de principe au départ, c'est aucun accompagnant, il est tout à fait simple de le faire comprendre à l'accompagnant que sa place est pour le moment en salle d'attente et évaluer. Voilà. Il est clair que ça a été dit, une personne qui n'a pas son autonomie cognitive, qui a des troubles cognitifs, dès le départ, on sait très bien que la présence de l'accompagnant est un plus, une valeur ajoutée absolument fondamentale. Mais en revanche, pour les personnes qui viennent, quel que soit leur motif, le principe initial, c'est du cas par cas et pas d'accompagnant. L'entretien avec l'infirmier d'accueil va être donc en one-to-one, c'est-à-dire en tête-à-tête, pour pas que, si la règle c'est celle-là, l'accompagnant force l'entrée. Et après, il y a une approche qui est la politique du service, c'est pas d'accompagnant, vous attendez en salle d'attente, et notre rôle est de vous informer du processus de soins. Je pense que c'est plus simple comme cela. Parce qu'une fois que l'accompagnant est entré, vous ne le ferez pas sortir. C'est évident. Et donc, au départ, il faut que l'entretien, en tous les cas avec l'IAO. Donc, vous dites ça avec des personnes avec un handicap mental, par exemple. Vous dites ça avec des personnes. Non, avec une personne âgée dans un fauteuil. C'est ça. Non, mais Tim, encore une fois, une mère qui accompagne son fils qui est trisomique, je donne un exemple. On voit dès le départ, je pense que la formation initiale des soignants à l'accueil, on voit évidemment que l'information, elle va découler de la présence. Et la sécurité va découler de la présence de l'accompagnant. Mais quelqu'un qui vient, dès le départ, on peut être amené à découvrir que c'est le seul endroit, les urgences, où une personne victime de violence peut l'exprimer. Et donc, elle ne l'exprimera pas avec l'accompagnant dans l'accueil infirmier. C'est évident. Donc, je pense que la règle, c'est d'abord, en dehors des situations évidente au prime abord, c'est un entretien individuel sans accompagnant. On sait très bien, on a l'habitude de voir, on sait très bien que chez certaines personnes âgées, c'est de monsieur, c'est madame qui a tout le dossier et qui est capable de donner les informations parce que c'est le cerveau du couple. On voit bien. Donc ça, c'est assez fréquent. Donc ça, on le comprend parfaitement. Mais encore une fois, pour des personnes jeunes et autonomes, l'entretien doit être seul. Mais là, pour le coup, juste, moi, je pense que l'entretien avec l'infirmière ou l'infirmière d'accueil, il doit toujours être seul. Mais même avec les patients, il faut dire que ce que disait Louis tout à l'heure, on peut interroger les patients, on verra leur état cognitif, mais je suis désolé, la maltraitance, ça existe aussi pour des patients âgés, et parfois, c'est dans des, et parfois dans des situations, et c'est à ce moment-là aussi que parfois, on a des trucs qui nous font dire que peut-être il se passe quelque chose. Et y compris pour les enfants. Bien sûr. Donc, moi, tu renforces encore une fois la position. Non, je renforce l'entretien de contact individuel en tête-à-tête, parce que de toute manière, c'est à ce moment-là qu'on demandera au patient ou à la patiente s'il a envie, si c'est possible d'avoir un accompagnant ou non. Donc, ce temps-là, il n'y a pas de débat, bien entendu, qu'il faut l'avoir. Très bien, merci. On va être d'accord avec Tim à la fin, ça m'inquiète. Bah oui, je crois qu'on tend à penser comme lui. Quasiment un peu la même. Nous accueillons beaucoup de patients dans le cadre de conjugopathie. Alors, c'est une terminologie différente. Est-ce que vous êtes d'accord avec la sémantique? Parce qu'on est beaucoup sur la sémantique, sur les mots. Et comment faire avec la notion d'accompagnement? On vient d'y répondre un petit peu. Si j'ai bien compris, si je synthétise ce que tu dis, on les voit individuellement. Et puis, au cas par cas, en fonction de tout ce qu'on a vu, on fait venir l'accompagnement dans les conditions du service. C'est bien ça? C'est ça sur une vision large pour Sébastien, sur une vision restrictive pour ma part. Oui, mais bon, en tout cas, il y a une partie sur laquelle vous êtes tout à fait en commun. Ok, très bien. La question suivante.
Pensez-vous... Non, bah non, alors non. Eh bien, ok. Quid de la législation par rapport au secret médical pour les accompagnants sur ce qu'ils peuvent entendre à propos des autres patients? Ils ne sont pas, je crois, tenus au secret médical, la population en général, en dehors de personnes bien identifiées. Non, mais le fait d'entendre des éléments médicaux, par des personnes qui n'ont pas à l'entendre, c'est-à-dire c'est non pas un problème pour celui qui l'entend, c'est pour celui qui le délivre, et donc Exactement. il crée les conditions d'une rupture du secret médical, et à ce titre peut être sanctionné, poursuivi. Et si on se remet encore une fois dans l'histoire de la confiance des soignés à l'égard des soignants, si je donne un diagnostic devant tout le monde, il faut créer les conditions, et l'entretien, notamment du rendu du diagnostic et des ordonnances, doit se faire, si possible, dans un lieu adapté qui est confidentiel. Mais le secret médical, c'est nous qui le... Tout à fait. Et c'est le soignant, et c'est sûr que entendre le résultat, le diagnostic de quelqu'un d'autre, c'est une rupture du secret médical. Juste en complément, si je me permets, c'est, là on parlait aussi accompagnants, si les accompagnants peuvent l'entendre, ça veut dire que d'autres patients peuvent l'entendre, donc c'est pas le problème des accompagnants, c'est le problème des autres, c'est-à-dire qu'on délivre des informations médicales dans des très mauvaises conditions. Donc je dirais que c'est plus un problème d'accompagnant, c'est juste un problème de comment on le délivre et où est-ce qu'on le délivre. Excusez-moi, mais le secret médical, ça n'appartient pas à vous. Hein. J'entends bien, mais c'est pour ça Mais que la loi concernant le secret médical, elle nous concerne. Alors, ça, c'est clair. Eh ben oui, Ouais, C'est nous qui sommes sanctionnés sur le non-respect du secret médical. Ah, bah, totalement. Mais un Le usager ne secret peut pas médical, l'être. il est, Oui. c'est ce qui appartient aux citoyens, mais qui est délié et que nous ne pouvons pas trahir. Oui. Et à ce le patient fait ce qu'il veut avec ça ça. rappelle Avec également son que médical. l'accompagnant n'est pas forcément la personne de confiance. Et là, on rentre encore Bien sûr. dans un très grand débat. Bien sûr. Absolument. Qui est complexe. Très bien. Question suivante. Pensez-vous que les nouveaux infirmiers IPA, infirmiers en pratique avancée, ont un rôle à jouer aussi auprès des accompagnants dans les services d'urgence où ils travaillent? Oui, Oui. Frédéric, oui, Frédéric, oui, Frédéric. Tu le connais peut-être. Manifestement. bah. Ok. Mais ça, c'est mon point de vue, donc oui, je vais. oui, mais à la limite, j'oserais dire qu'un IPA, un infirmier des urgences, quelque part, Ouais. il partage ce même point de vue, je pense. Ok. Absolument, oui. La question d'après. Sinon, je peux en trouver Ça une. arrive, ça arrive. Est-ce que le médecin a le droit de refuser l'accompagnement d'un patient désorienté? Bah, il a sans doute le droit, mais enfin, est-ce que c'est bien adapté? Alors, il a le droit, oui. En revanche, il n'a pas intérêt à se rater sur le devenir du patient. On est bien d'accord. Parce que là, ça va être un vrai souci. Encore une fois, il faut l'intérêt, c'est quelle est la justification. C'est vrai que c'est très difficile qu'un patient désorienté, confus, ayant une altération des fonctions cognitives, c'est un peu étonnant. Je vois pas très bien où est l'argument là-dedans. Ni de la refuser. plus-value, ni la plus-value. ça serait Donc, encore une fois, je n'ai pas de prime abord une idée, une situation qui pourrait l'expliquer. Le médecin, oui, a le droit. Maintenant, je pense que ça n'est ni profitable pour le patient ou pour le citoyen soigné, ou l'usager soigné. Et évidemment, ça risque d'être extrêmement compliqué pour le chef de service de répondre à la plainte et de trouver une argutie qui pourrait justifier quelque chose qui est difficilement justifiable. On est d'accord. Je ne sais pas quel était le sens de la question, mais en tout cas, le seul moment où il n'y a pas l'accompagnant, et ça je pense qu'on le partage tous aussi, c'est les soins, l'examen clinique, l'entretien avec le médecin. Et voilà, je pense que... Juste pour rien, je pense que la question qui est plus compliquée, il faut répondre, c'est quid du patient désorienté qui, lui, ne veut pas que son accompagnant soit là. Ouais. Et ça, je dirais que c'est ça qui est plus, moi je trouve que c'est ça qui est le plus complexe à gérer quand le patient vous dit, alors on sait qu'il y a des troubles cognitifs, même s'il n'y a pas de mesures de protection juridique, et qui dit, ah non, moi je veux que personne ne rentre. Est-il si désorienté que ça? Ouais. Et ça, c'est Très bien. exactement. Mais j'ai pas de réponse.
Alors, bonjour. Comment s'occuper correctement d'une personne avec une déficience mentale? On y est, ou d'une personne autiste venue d'une structure sans accompagnant. Cela nous arrive très souvent. C'est listé faire un petit peu comme les exceptions, hein, on l'a dit, hein, les problèmes de psychiatrie, les problèmes de problèmes cognitifs chez les personnes âgées ou les personnes étrangères. Voilà. Est-ce que Tout simplement, peut-être en premier lieu, tout simplement, être là. Et si je puis me permettre, la deuxième chose, et ça a été abordé à un moment, on n'en a pas assez parlé, je pense que, mais Sébastien l'a abordé, c'est d'autonomiser les gens. C'est-à-dire que les désautonomiser, c'est-à-dire les laisser systématiquement sur un brancard, n'a jamais réglé quoi que ce soit, à part faussement croire qu'il est dans des conditions de sécurité et de surveillance, favoriser une agitation, favoriser une chute grave. Et je pense que ces patients-là, c'est beaucoup plus intéressant de les mettre au sein du poste de soins, finalement, avec le personnel, et de les associer par des moyens, des associer au sein de l'équipe, ce qui est en fait une surveillance simple, parce qu'ils sont autonomes, plutôt que en permanence considérer que en les mettant sur un brancard, ça va régler le problème, puis ensuite en les attachant parce qu'ils veulent se lever le brancard, ça va encore plus régler le problème. Je pense qu'il y a une vraie question, c'est que tout le monde pense que le brancard c'est confortable, chouette et sympa. Le brancard, ça désautonomise les gens, ça crée de l'agressivité. Et je pense qu'il faut autonomiser ceux qui sont autonomisables. Et ce n'est pas parce que vous êtes autiste ou que vous avez des troubles cognitifs que vous ne pouvez pas être debout. Et si, j'ai envie de dire, je parle sous le contrôle de Louise, si ils errent gentiment dans les couloirs sans parasiter ou interférer dans les soins, et ben laissons ces gens-là. C'est la tolérance que j'ai sur les patients dans les couloirs, c'est que ils s'y promènent parce que voilà. Très bien. Merci. D'autant plus si vous avez des personnes de l'accueil, des personnes formées, qui sont là pour faire en sorte que tout devient humain. Ça va nous regrouper tous sur cette notion. Que pensez-vous des EHPAD qui envoient des personnes âgées en fin de vie avec un Glasgow A3 et qui les saturent aux urgences pour la suite de prise en charge, tout en sachant que la plupart décèdent peu de temps après leur arrivée? Alors sachez, je mets même mon petit grain de sel, mais que c'est... Alors là, pour le coup, c'est peut-être 2-3 fois par semaine dans vos urgences, même si j'en doute un peu, parce que, en tout cas, nous, au SAMU, c'est une question quotidienne à 20, 30, 40, 50 appels par jour des EHPAD qui nous demandent de nous occuper de ce genre de patients. Et quelle est votre réponse alors? Eh bien, dans la... c'est intéressant d'avoir notre Alors, réponse. pour le coup, je vais intervenir un petit peu, mais mais très bien. on essaye de faire en sorte de les maintenir dans la structure, on essaye de s'assurer qu'il y a éventuellement un médecin traitant, jamais, un médecin coordinateur, très rarement, et surtout une équipe qui va comprendre que ce patient va probablement décéder d'ici quelques heures, quelques jours, et que sa place sur un brancard aux urgences pendant 12 heures, puisque c'est ça nos délais d'attente pour ce genre de patient, c'est juste intolérable. Alors parfois on fait appel vraiment à le dernier argument qui dit mais si c'était votre maman et si c'était votre papa, mais bon, bien sûr c'est pas le bon argument évidemment, mais on est confronté à ça très très régulièrement. Alors, bien sûr on pose la question plutôt à toi Louise. Oui. Moi je me dis toujours quel est l'intérêt du patient et quel est le confort du patient, et dire que le patient... Alors, il y a plusieurs choses. Le patient dans l'EHPAD, il est avec le personnel soignant qu'il connaît, il est dans sa chambre avec plus ou moins les photos au mur, enfin voilà, tout ce qu'on connaît. Et donc, on peut imaginer que c'est chez lui. C'est plutôt chez lui et que du coup, il souhaiterait plutôt décéder autour de, dans cet environnement plutôt que aux urgences. Ça, c'est la première chose. Et que l'emmener aux urgences, ça veut dire un SAMU ou une ambulance, des brancardages dans un sens, dans l'autre, plusieurs manipulations. Si le patient est en fin de vie, il est probablement pas très confortable et du coup, c'est, je pense, jamais agréable pour lui. Donc ça, c'est le point de vue patient. Et maintenant, moi, je connais pas encore très bien les EHPAD parce que je suis une jeune gériatre, mais on peut imaginer que si les soignants appellent le SAMU, c'est qu'ils se sentent en difficulté et en détresse vis-à-vis de cette situation. Et donc, je pense que, et à mon avis, c'est exactement ce que vous faites, il faut que notre réponse soit aussi une attitude de réassurance vis-à-vis des soignants de l'EHPAD,
d'expliquer, de former les EHPAD à ce qui se passe et comment réagir dans la nuit, et que eux aussi aient des moyens de soulager le patient quand c'est la nuit, ou même la journée, ou le week-end, dans les EHPAD. Donc ça, c'est probablement notre débat. Oui, mais c'est très très compliqué. Nous, la réponse qu'on apporte, alors parfois, on envoie une équipe médicale pour faire des soins de confort sur place, pour éviter l'hospitalisation, clairement, donc éviter une surcharge inutile et surtout de la maltraitance pour la maltraitance pour la personne. Évidemment. Parce que c'est forcément compliqué. Donc des soins sur place, mais ça mobilise quand même une équipe de réanimation qui va sur place faire des soins qui ne sont pas tout à fait dans notre rang de travail, mais on le fait. On envoie les pompiers ou une ambulance pour enlever cette patiente ou ce patient de cette EHPAD qui ne peut plus supporter, qui n'est pas préparé à faire une fin de vie. Et la nuit, il n'y a qu'une aide-soignante parfois 30, 40, 50 patients, et c'est compliqué d'expliquer à cette professionnelle de santé que ça serait bien qu'elle s'en occupe et qu'elle fasse un peu de confort et qu'elle fasse. Et à un moment donné, de guerre lasse, on envoie une ambulance et ça va 12 heures aux urgences. Voilà, donc c'est assez. La question, c'est l'anticipation, la prévention. Tout à fait. Il y a des réseaux qui se mettent en place quand même. C'est ça. De plus en plus qu'il faut connaître. À la fois, il faut les connaître et il faut que les EHPAD, ce qui a été un problème, ce qui est beaucoup moins, acceptent que ces réseaux rentrent dans leurs EHPAD, dans leurs structures. Absolument. Ce n'est pas un service d'urgence de répondre à cette besoin de EHPAD. Un EHPAD, c'est un lieu, de vie. Où on vit sa fin de vie. On vit jusqu'à sa fin de vie. Et où il faut être, où ce serait génial de mourir dans un EHPAD. Si on a vécu, si on a toutes ces possessions-là, si c'est tous les trucs sur les murs, si c'est dans le quartier où tes proches peuvent venir, etc., c'est là où il faut le faire. C'est ça où il faut bien le faire. Mais il y a beaucoup de glissements de tâches qui incombent maintenant aux urgences qui ne devraient pas être urgences. Absolument pas. C'est pas place des urgences en disant ça, mais une fin de vie sur un brancard ou dans un box, voilà. Enfin, c'est pas très digne, je pense, mais on le fait quand même, puisque on le fait et c'est notre rôle. Mais il est vrai que c'est plus pertinent de faire entrer une équipe médicale dans l'EHPAD et au domicile. Je rappelle que la chambre, c'est le domicile du patient, plutôt qu'effectivement l'envoyer avec un accueil, un transport déjà qui sera inconfortable, un accueil qui sera pas forcément pertinent. Et en attente, qui sera pareil. Et des conditions d'accueil qui seront... Mais c'est quand même dévoyer les moyens qu'on a, envoyer une équipe dessus, c'est pas parce que je fais, ces interventions sont importantes, mais c'est prendre une équipe de SMUR pour aller faire des soins qu'ils ne savent pas toujours bien faire, parce qu'on ne sait pas toujours faire accompagner la fin de vie. On a des choses, mais pas forcément très bien. C'est l'exemple extrême de la mauvaise filière de soins. Oui, bien sûr. De nombreuses patientes viennent aux urgences accompagnées de leurs enfants, sans accompagnant, en bas âge, suite à des fautes de garde d'enfants. Alors, c'est vraiment un problème logistique, finalement. Comment faire pour accompagner ces patientes, surtout si un bloc est prévu? Compliqué, là, on est dans une situation qu'on a fréquemment. On fait comme on peut, en fait, parce qu'il n'y a pas de solution, voilà, donc en vrai, on trouve toujours des solutions plus ou moins bonnes, mais on arrive toujours à trouver des solutions. Et le pas de garde d'enfant, jamais, c'est vrai pendant quelques heures, et puis il y a un moment où le truc se résout un peu tout seul, quelqu'un apparaît, un ami, en tout cas quelqu'un en qui il n'a pas suffisamment confiance pour leur confier les enfants. C'est rarissime qu'il y ait personne. S'il y a personne, en fait, s'il y a plus d'autorité parentale, pour une raison X, Y ou Z, qui va être très temporaire, mais dans ces cas-là, il faut hospitaliser ses enfants. Il faut les mettre à l'abri, au moins les quelques heures qui viennent pour trouver des solutions avec. En journée, le bureau du cadre peut parfaitement devenir une garderie, ce qui me choque modérément, voilà. Et effectivement, s'il y a des bénévoles autour, des associations de soutien dans le service. Alors, à la seule petite réflexion qu'à partir du moment où ils sont rentrés à la structure d'urgence, on a une certaine responsabilité vis-à-vis de ces enfants-là, qui sont aussi pour les parents d'ailleurs. Mais si la mère part au bloc opératoire, là, la responsabilité nous incombe. Donc il y a par contre une solution intra-hospitalière pour trouver ça. Et je pense qu'on ne peut pas demander. Alors bien sûr que les bénévoles vont nous aider pour la surveillance, la patiente, blablabla. Mais il y a un moment ou un autre où si la maman est au bloc opératoire, ou le papa est au bloc opératoire, qui est le seul titulaire d'autorité parentale et qu'il n'y a pas de solution prônée par les parents, il va falloir qu'on les hospitalise dans un service de pédiatrie parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Encore une fois, on se recentre sur l'intérêt du patient, de l'enfant, et donc c'est l'hospitaliser, effectivement, et le mettre dans une structure adaptée en surveillance en milieu hospitalier.
En sachant que les services d'urgence ont beaucoup de résilience, on sait à peu près tout faire. Hein. Donc, on sait aussi que des enfants, des personnes âgées, de tout. Mais si, parce qu'on nous demande tout. On nous demande tout, vraiment. Peut-être une dernière question, ça sera la dernière de cette soirée. Comment faire sortir l'accompagnant lorsqu'elle souhaite du patient? Alors, Tim avait une idée, c'était le monsieur de 2 mètres, peut-être, sans lui donner cette raison. Surtout s'il voit d'autres accompagnants en salle d'attente, pas de salle d'attente dédiée à l'accompagnant à l'extérieur du service. Alors, si j'étais lapidaire, comment le faire sortir? Déjà en ne faisant pas rentrer, ce qui est moyen. Alors après, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas de salle d'attente dédiée à l'accompagnant à l'extérieur du service. Il y a une salle d'attente générale. Je rappelle que la salle d'attente générale est un secteur de soins. C'est pas des pas perdus. C'est un secteur de soins qui est sous la responsabilité du service d'accueil des urgences. Et donc, effectivement, encore faut-il que cette salle d'attente soit agréable et confortable. Ça, c'est un autre débat et c'est un autre enjeu. Mais créer une salle d'attente spécifiquement dédiée aux accompagnants, à ma connaissance, je connais très très peu de services d'urgence qui en disposent, en tous les cas en France. C'est possible, peut-être j'ai dû en voir une en Belgique, mais honnêtement, il faut optimiser la salle d'attente générale. C'est pile la situation, tu viens de le dire, où le professionnel de l'accueil sait gérer, est formé pour gérer ce genre de situation. Et c'est pile, c'est là où ils sont valorisés aussi. Ils prennent tout leur sens. Très bien. Écoutez, donc notre webinaire arrive à sa fin. Juste un mot, je pense que ça, c'est peut-être un vrai sujet qu'il faudrait développer. L'expert en communication, la communication, on parle de ça depuis le début, évidemment. On parle de bénévoles qui pourraient, d'associatifs qui peuvent venir nous aider. Encore faut-il en avoir des associatifs comme ça. Je suis pas sûr que dans toute la France, on puisse disposer de ce genre de choses. Quand il y a des services d'urgence qui sont fermés aujourd'hui, qui sont ouverts que par le 15, je pense qu'on est loin de ces problématiques-là. Mais l'expert en communication, et j'oserais dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet majeur, la communication. On sait qu'elle est à la base de plein d'erreurs médicales et l'erreur médicale aujourd'hui est un vrai problème de santé publique, j'insiste, de santé publique. Donc, la communication étant souvent la base de l'erreur médicale, c'est sûr qu'il faut travailler sur notre communication, évidemment. Ça, c'est une évidence. Et en tous les cas, pas qu'une seule personne en soit dépositaire. C'est-à-dire que le niveau collectif en matière de communication monte. C'est-à-dire que tout le monde doit être formé à ça. Ça, c'est essentiel. Et surtout, accepter aussi de travailler en milieu ouvert, c'est-à-dire accepter, parce qu'il y a quand même quelques services d'urgence qui refusent qu'il y ait du milieu associatif alors qu'il existe. Donc, je pense que il faut au contraire leur ouvrir les portes après avoir bien formalisé quelle était la mission, quel était leur rôle. Et je trouve que c'est toujours très intéressant. Je l'ai dit à un moment dans ma présentation. Je pense qu'il ne faut pas travailler en milieu fermé et qu'il faut de temps en temps qu'il y ait des regards extérieurs qui nous permettent de corriger des attitudes qui sont dysfonctionnelles, voire institutionnelles. Et en plus, on est d'accord. Et ben voilà, on a fini par tomber d'accord. Alors, merci à tous les participants qui ont posé les questions, qui ont suivi notre webinaire. Le webinaire sera en replay d'ici quelques minutes et donc il sera accessible par tous. Merci à tous nos experts. Merci à Louise d'être venue un peu apaiser un petit peu le débat quand même. Merci à Tim de nous avoir offert ce point de vue de l'usager, du patient, du citoyen, pas du patient, du citoyen, de la personne. Vraiment, non, mais c'est important finalement. La terminologie est importante. De la personne. C'est vrai que patient, c'est vraiment pas très bien. Merci à Sébastien, merci à Christophe d'avoir bien voulu débattre sur la notion d'accompagnant, évidemment. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et on vous remercie encore de votre participation active. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.